Imaginez un instant que vous soyez pris en otage. La peur, la terreur, et pourtant, quelque chose d'étrange se produit. Vous commencez à ressentir de la sympathie, voire de la gratitude pour votre ravisseur. Cela paraît inconcevable, n'est-ce pas? Et pourtant, c'est exactement ce qui arrive à certaines personnes. Ce phénomène psychologique, connu sous le nom de syndrome de Stockholm, soulève une question perturbante. Pourquoi les victimes en viennent-elles à défendre leur bourreau? Aujourd'hui, nous allons explorer les sombres secrets de cette relation troublante et découvrir ce que cela révèle sur notre esprit. Le syndrome de Stockholm est bien plus qu'une curiosité psychologique. Il met en lumière des mécanismes de défense profondément enfouis dans notre cerveau. Des mécanismes qui peuvent, parfois, sembler nous trahir. Mais est-ce que vraiment de la trahison ou une manière de survie? Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les détails du syndrome de Stockholm, de ses origines à ses manifestations les plus célèbres. Nous verrons comment ce syndrome prend racine et pourquoi il peut affecter n'importe qui, dans des situations bien plus courantes qu'on ne le pense. Préparez-vous à découvrir comment notre esprit peut se retourner contre nous et à comprendre pourquoi certaines personnes en viennent à chérir ceux qui leur ont fait du mal. Le terme syndrome de Stockholm est né en 1973 lors d'une prise d'otage dans une banque à Stockholm, en Suède. Pendant 6 jours, 4 employés de la banque ont été retenus en otage par 2 criminels armés. Ce qui a intrigué les psychologues à l'époque, c'est que les otages, au lieu de montrer de la haine ou de la rancœur envers leurs ravisseurs, ont commencé à les défendre, allant même jusqu'à refuser de témoigner contre eux après leur libération. Cette réaction a choqué le public, mais elle a aussi révélé une façade méconnue de la psychologie humaine. Notre capacité à forger des liens avec ceux qui nous font du mal pour mieux supporter la situation. Mais comment expliquer cela? Le syndrome de Stockholm n'est en aucun cas une folie. C'est en réalité une réponse de survie. Lorsque nous sommes plongés dans une situation de stress extrême, notre cerveau adopte des stratégies pour augmenter nos chances de survie. Une de ces stratégies est de chercher à plaire à notre agresseur, en établissant un lien avec lui, même inconsciemment. Nous augmentons nos chances de rester en vie. Cette dynamique repose sur un principe fondamental, celui du pouvoir. Lorsque vous êtes totalement à la merci de quelqu'un, que vous n'avez plus aucun contrôle sur votre situation, votre cerveau vous pousse à vous rapprocher de votre bourreau, dans l'espoir de susciter de la sympathie ou de l'humanité chez lui. Mais cette réaction est-elle uniquement instinctive, ou est-elle aussi amplifiée par des techniques de manipulation subtiles? Prenons un autre exemple. La retentissante affaire Patricia Hearst, une riche héritière américaine kidnappée en 1974 par un groupe radical d'extrême gauche. Après des semaines de captivité, elle a non seulement développé une sympathie pour ses ravisseurs, mais elle a également participé activement à leurs activités criminelles, y compris à des braquages. Ce qui est frappant, c'est que, au début, elle était clairement une victime, mais progressivement, à travers la manipulation psychologique, elle est devenue une complice. C'est là que réside le paradoxe du syndrome de Stockholm. La victime en vient à rationaliser et justifier les actions de son bourreau. Ce qui se joue dans l'esprit d'une victime du syndrome de Stockholm,
C'est un processus subtil mais puissant de réinterprétation de la réalité. Les psychologues expliquent que, face à un danger constant, notre cerveau cherche à réduire la dissonance cognitive, cette tension entre ce que nous vivons et ce que nous ressentons. Le moyen le plus simple d'y parvenir est de minimiser la gravité des actes du ravisseur et de maximiser ses gestes de gentillesse. Si votre agresseur vous donne à manger ou vous permet de vous reposer, vous commencez à interpréter ces actes comme de la compassion, voire de l'empathie. Ce phénomène a été confirmé par de nombreuses études, notamment celle de la psychologue américaine Judith Herman, qui a observé des schémas similaires chez les victimes de violences conjugales. Dans ces cas, la victime justifie le comportement de l'agresseur en se convainquant qu'il n'est pas si mauvais. Même en France, des exemples de syndrome de Stockholm existent. Une affaire d'assassinato autrichienne a secoué la France en 1997. L'enlèvement d'une jeune fille nommée Natacha Kampusch, retenue en captivité pendant 8 ans par son ravisseur Wolfgang Priklopil, elle a fini par s'échapper. Cependant, après sa libération, elle a montré des signes de sympathie pour son kidnappeur, refusant même de le condamner avec véhémence, affirmant qu'il avait pris soin d'elle. Ce cas est particulièrement troublant, car il montre que ce mécanisme psychologique peut s'enraciner profondément, même après des années de souffrance. Mais cela soulève une question fondamentale. Sommes-nous tous susceptibles de développer ce syndrome? Et si oui, comment pouvons-nous nous en protéger? Le syndrome de Stockholm est une fenêtre inquiétante sur la manière dont notre esprit peut réagir face à l'horreur. Il nous révèle que, dans certaines circonstances, la survie psychologique peut passer par des chemins inattendus, voire déroutants. Mais peut-on vraiment blâmer ces victimes? Après tout, elles ne font que ce que leur cerveau leur dicte pour rester en vie. Ce syndrome n'est-il pas, en fin de compte, un mécanisme de défense extrême, mais naturel? Et si nous étions à leur place, réagirions-nous différemment? La prochaine fois que vous entendrez parler d'un cas de victime défendant son bourreau, rappelez-vous que les frontières entre le bien et le mal, entre la haine et la sympathie, sont parfois capables de s'effondrer dans l'esprit humain. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner pour soutenir notre travail. Cela nous aide énormément. Et surtout, partagez vos réflexions et en commentaire. Vos points de vue comptent et nourrissent la réflexion collective.